Voilà, c'est l'heure du débat pour les 40 minutes qui viennent. C'est Madame Marie Zimamirin qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Oui, bonjour. Elle n'est pas seule, elle est avec Madame Nelly Bordelais. Bonjour. Bonjour. Elle est thérapeute transgénérationnelle et biocodification, j'ai bien dit. Hein. Exactement. Et puis Mathieu Gama, qu'on connaît déjà, qui est auteur d'un ouvrage qu'on a lu et vu et présenté il y a quelque temps. C'est un ouvrage, rappelle-moi le titre. Le jour où les Antilles feront peuple. Ouais. Est-ce que c'est en route? Ah, et ça a été en route quand j'écrivais déjà. Oui, d'accord. Et si nous, là, c'est qu'il y a en route. Hein. C'est en route. Alors, aujourd'hui, dans ce débat, on va essayer de savoir, est-ce que c'est possible de décoloniser la pensée? Alors, c'est quelque chose d'assez complexe, d'assez compliqué, puisque déjà, il faut admettre que sa pensée est colonisée. Pour la décoloniser, c'est la première étape. Et puis, qu'on a des gens qualifiés, je parle de Madame Zimamirin qui a écrit beaucoup sur la pensée, qui a écrit beaucoup sur le comportement humain, les coachs et les thérapeutes aussi. Et puis, elle est avec une autre spécialiste qu'on salue. Bonjour. Alors, justement, il paraît que c'est vous qui avez choisi la thématique. Exactement. Pourquoi? Eh bien, si je vous suis honnête, ça a beaucoup à voir avec ma propre histoire de vie. Je suis guadeloupéenne, mais je vis au Mexique. Et j'ai 2 enfants. D'accord. Et je suis arrivée face à la question de l'éducation de mes enfants dans cette double culture. Qu'est-ce que je veux leur transmettre? Et avec toute la richesse de l'autre culture, la culture mexicaine, quelle est ma propre richesse? Et quelles sont ses limites, en fait? Quels sont ses freins? Et vient la question de l'identité. Qu'est-ce que je raconte à mes enfants? C'est quoi être antillais? C'est quoi être guadeloupéenne quand ils vivent au Mexique, à distance? Et va la réflexion. Et voici le thème. Vous avez trouvé la solution? Je crois que c'est jusqu'au lit de ma mort, je serais en train de repenser et penser qu'est-ce que ça veut dire s'identifier, à quoi je m'identifie et qu'est-ce que je souhaite libérer, avec quoi je souhaite rester. Je pense que c'est un questionnement qui fait notre personnalité, en fait, qui fait la construction de la personne et qui ouvre le cheminement à chaque instant. Et juste une dernière question avant de passer la parole aux autres. Vos enfants parlent le créole? Pas encore. Pas encore. Mais ils le comprennent. Ils le comprennent déjà? Ils le comprennent. Bon, mais ils parlent l'espagnol au moins? Ils parlent espagnol, français. Un peu français aussi? Ah, ils parlent français et ils comprennent le créole. Ils comprennent le créole? Bon, c'est la bonne voie. Alors, Maryse, elle a invité Nelly Bordelais et aussi Mathieu Gama. Pourquoi Mathieu? Ah, Bonne question. alors, il ne t'a pas échappé que j'avais cité Mathieu Gama dans mon livre, puisque toi-même, tu as eu à citer ce que j'avais cité. Oui, tout à fait. Oui. Dans mon livre, j'étais très étonnée d'ailleurs. Je me suis dit, tiens, bon. Non, mais je pense que Mathieu, c'est la personne parfaite pour pouvoir discuter de ce thème. Et puis c'est un jeune, et c'est un essayiste et il a réfléchi sur ces questions-là, j'en sais quelque chose. Alors Mathieu, explication. Alors, quand Madame Bordelais dit qu'elle pose une question, qu'est-ce que c'est être guadeloupéen? Parce que dans ton livre, tu dis, il est temps qu'on soit peuple. Théoriquement, je résume. Alors, ça signifie qu'on soit peuple guadeloupéen, ou martiniquais, ou caribéen, etc. Réponse à Madame Bordelais. C'est à l'intérieur d'elle-même qu'elle va trouver la solution, en effet. Et ce serait facile de donner une réponse, de te dire, oui, ben voilà, t'es guadeloupéen, parce que moi, dans mon livre, je pose une hypothèse qui est celle de l'amour inconditionnel du territoire. Oui. C'est une hypothèse. C'est la première étape, ça. Exactement. Oui. Après, c'est se rendre utile au territoire. Oui. Ça, c'est une étape suivante, subséquente. Oui. Et ensuite, c'est qu'est-ce qu'on arrive à... Quand chaque individu a fait ce travail-là sur lui-même, qu'est-ce qu'on arrive à faire ensemble dans cette optique-là? Mais oui, mais elle a une problématique particulière, c'est qu'elle a des enfants et le problème se pose depuis longtemps en Guadeloupe. Elle est dans le transgénérationnel, c'est la transmission. Comment on transmet à nos enfants? Parce que décoloniser la pensée, c'est admettre qu'elle est colonisée. On est d'accord, et peut-être que c'est dans ce que Nelly incarne chez elle, en tant que maman, que la transmission se fera. Oui. Il n'y a pas de réponse toute faite à ça, mais tu as raison sur la transmission. Je pense que le meilleur moyen de transmettre quelque chose, c'est dans les gènes. Oui, déjà, biologiquement. Ça se fait automatiquement. Ça se fait automatiquement. Oui. Donc, si ça résonne en elle, sa guadeloupéanité résonne en elle, ses enfants vont le constater, vont le voir. Quel effet ça aura sur eux? Ben, ça, on saura plus tard.
Alors, il y a un terme que j'utilise quelquefois, il parle de guadeloupéanité, moi je parle de guadeloupéanitude. Oui, oui. Alors, est-ce que, à ce niveau-là, personnellement, individuellement, avant même d'en parler aux enfants, Mme Bordelais, vous sentez en vous cette guadeloupéanitude ou la guadeloupéenne attitude, pour aller plus vite? C'est pour ça que je suis là, c'est pour ça que je reviens, c'est pour ça que je suis amante de cette terre, je suis fille de cette terre, amante de cette terre, et clairement. Et après, c'est ce qu'il dit très justement Mathieu, qu'est-ce que j'apporte et qu'est-ce que je veux apporter. Parce qu'au final, nous sommes de la Caraïbe, et la Caraïbe, c'est tellement de culture, tellement d'informations, et qu'est-ce que j'en fais? Quelle est ma richesse? Et comment je la transmets? Et comment le peuple, le titre de son livre, comment je fais peuple avec tout ce que je suis et autour de moi. Et en fait, l'événement d'hier, et c'est un peu ma philosophie, est comment j'inspire et comment je m'inspire pour cheminer inspiré. Et en tant qu'Antillais, comment je fais de toute mon histoire ma force et inspirer à l'extérieur. Oui. J'ai ma tante qui est ma source d'inspiration, l'une de mes sources d'inspiration, qui me disait, si tu es à l'étranger, que les gens sachent qui tu es, qu'ils sachent qu'est-ce que c'est que la Guadeloupe, et on devient porte-parole, entre guillemets, de notre culture. Et ben, comment j'incarne cette culture? Quelle est l'image que je veux avoir ou que j'ai de cette culture? Alors, Marie, je reviens vers toi. Pourquoi? Parce que on le sait maintenant, il y a quelques années, et même je crois que ça perdure, les Guadeloupéens qui étaient nés en France, on les appelait comment? Des négopolitains ou des hexagonaux. Alors, est-ce que le Guadeloupéen qui est né là-bas, est-ce qu'il peut, je pose la question, se revendiquer comme Guadeloupéen? Oui, alors déjà, le terme a un peu changé. Maintenant, oui, je ne sais pas si je te remets un petit peu à la page. On est afro, machin. C'est afropéen. Oui, afropéen, je sais. Voilà, bon. Donc, ta question, c'est est-ce que les Guadeloupéens peuvent, en étant à l'étranger, c'est-à-dire en n'ayant pas vécu, en étant en Europe, se revendiquer de la Guadeloupéenne attitude? Alors, bon, c'est assez complexe dans le fait que... les Antillais, en tout cas comme moi, je connais, que je fréquente sur Paris, on va dire que leur objectif, c'est déjà de s'adapter à une société qui ne les reconnaît pas forcément, mais il faut qu'ils fassent leur trou, il faut qu'ils fassent leur place. Bon, sans avoir à perdre justement leur identité propre. Et j'ai remarqué qu'ils devaient quand même s'imposer avec quelques difficultés, et c'est quand même un dilemme intérieur de ne pas, ne pas arriver à nier justement son ressenti par rapport à son vécu, par rapport à son éducation, par rapport à son histoire personnelle. Moi, ce que j'ai pu enregistrer en fait des conversations que j'ai eues, puisque je fais aussi des choses sur Paris, je rencontre les gens. Il y a beaucoup d'Antillais qui souffrent intérieurement de ne pas pouvoir s'exprimer, de ne pas pouvoir vraiment dire ce qu'ils ressentent avant même de dire qui ils sont. Parce que la personne en face pense savoir, parce qu'elle a une image déjà fixée, mais l'Antillais qui est en face, mais il doit jouer avec pas mal de contradictions intérieures sans le montrer. C'est ce qu'on appelle un petit peu, entre guillemets, le bigidi, l'intérieur qui est en nous. Et nous devons jouer tout le temps avec cela pour pouvoir montrer le meilleur de nous-mêmes, tout en ne reniant pas notre propre identité et notre histoire. Il y a une difficulté, parfois même, à accepter l'autre,
tant qu'on n'a pas fait la paix avec soi-même, avec, j'allais dire entre guillemets, nos démons intérieurs, sachant que notre histoire, bon, elle a été construite aussi dans la violence, dans plein de contradictions, de complexité, et c'est pas toujours facile de se redéfinir en plus quand on vit à l'extérieur de la Guadeloupe. Bon, je dis pas que c'est plus facile ici, en fait. Non, parce que j'ai posé la question, en fait. Pourquoi? Parce que souvent, les Guadeloupéens ou Martiniquais ou Guyanais ou Réunionnais, bien couplés ou Réunionnais, ça a été un peu particulier, quand ils revenaient en Guadeloupe, ils n'étaient pas considérés comme des Guadeloupéens. Par les Guadeloupéens même, il y avait une espèce de mise à l'écart. Ah ouais, vous sortez en bas là, etc. Ou pas on est gens, ou pas on est crabe, ou pas on est lambi, etc. Ça en fait des choses tout à fait banales. Et ce qui fait que ça crée une sorte de fossé entre Guadeloupéens réellement. Et c'est pour ça que je dis, est-ce que, et je pose l'autre question, est-ce que c'est celui qui revient de France ou de l'étranger, sa pensée est colonisée, ou mais c'est celui qui est ici même, qui vit dans un système colonial réel, dont la pensée est vraiment colonisée? Quelle pensée on doit décoloniser? Celle des Guadeloupéens qui vivent à l'étranger ou celle des Guadeloupéens qui vivent en Guadeloupe? Peut-être Mathieu va peut-être répondre, ou bien Madame Bordelais tout à l'heure. C'est une question super intéressante parce que j'ai envie de te répondre, pourquoi pas les deux? Et pourquoi pas tous les gens qui se posent... La question de la décolonisation de la pensée, elle se pose par individu. C'est-à-dire que chaque individu se la pose. Tout à fait. Se la pose ou ne se la pose pas d'ailleurs. Oui, donc certains ne se la posent pas. Mais par contre, je voudrais revenir sur ta première question avant de répondre à la deuxième. Tu demandais, est-ce que les gens qui sont pas nés en Guadeloupe, est-ce qu'ils peuvent se revendiquer, avoir cette guadeloupéanitude, comme tu dis? Alors, là, il n'y a que des gens, je crois, si je ne me trompe pas, il n'y a que des gens qui ne sont pas nés en Guadeloupe. Hein? Et Ligny n'est pas né, moi non plus, en fait, Aubervilliers, malheureusement. Non, mais je sais, pourtant, je ne savais pas pour Nelly, mais je savais pour... Oui, mais qui ont vécu en Guadeloupe. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je dis que, est-ce que la question du lieu de naissance, c'est pas déjà un truc qui tient à la colonisation? Je m'explique. Oui. Classer les gens en fonction du lieu de leur naissance et non pas en fonction de leur ressenti profond, est-ce que c'est pas déjà quelque chose dont on a hérité de la colonisation? La question se pose. Parce que la colonisation, c'est quelque chose de très normé, parce que c'est quelque chose qui veut contrôler et dominer. Tout à fait. Donc dire à quelqu'un, tu es français, ou tu es guadeloupéen, ou tu es martiniquais, parce que tu es né en Martinique ou en Guadeloupe ou en France, et que tu peux donc revendiquer des choses, tandis que l'autre qui n'est pas né au même endroit que toi ne peut pas revendiquer les mêmes choses. C'est comme ça qu'on crée de la division dans une ethnie, dans une communauté. Tout à fait. Nelly? Je vais exactement dans le même sens que Mathieu. Et en fait, l'idée de la décolonisation de la pensée, peu importe en réalité, noir, blanc, d'où tu viens, où tu es né, en fait, on a tous cette question, enfin on l'a fait ou non, mais on a toute cette question à se poser parce que l'histoire, elle a été construite par qui? Et finalement, on se définit selon quel regard? Quels critères? Quelles sont les références qui sont en nous et qui vont guider notre vie? La question de la décolonisation, en réalité, c'est vraiment revenir à soi et reprendre nos références. Quels sont mes critères, mes références, mon regard, mon ressenti, mon sentir? Revenir à soi depuis le début, et peu importe. Et je suis née où je suis née, comment je me vois et comment je me perçois. Alors, il y a un autre aspect qu'il faut pas négliger, c'est quand même, entre guillemets, un national, qu'il soit guadeloupéen, français, etc. Il y a un certain nombre de critères, il y a un territoire, il y a une culture, il y a une langue. Bon, alors si on prend seulement le cas de la langue, Fanon disait, parler une langue, c'est assumer une culture. Alors, dans notre situation, nous sommes bilingues, naturellement bilingues, et les enfants de Nelly sont trilingues, enfin, vont l'être, j'espère. Alors, comment on arrive à gérer ça? Parce que, en fait, on est en train de décoloniser la pensée, on fait un débat en français. Or, on revendique dans nos pays, comme langue native, natale, natif, natal, etc., la langue guadeloupéenne. Alors, comment on arrive à matcher ces différences, ces divergences? Dani, qui a dit qu'on ne pouvait pas avoir plusieurs cultures? Qui a dit qu'on ne pouvait pas... C'est la question que je te pose. On parle de décolonisation de la pensée. Pourquoi on va penser qu'il faut, pour être quelque chose, exclure autre chose?
l'être humain est fait de telle sorte qu'il peut vivre dans un... On est dans le multiculturel. Oui, c'est pour ça que je te dis ça. Dans un climat froid, dans un climat tempéré, dans un climat chaud, dans un climat saharien, peu importe. Donc, il se trouve que du fait de l'histoire des Antilles, on a de nombreuses ascendances et on subit de nombreuses influences culturelles. Toujours. Eh bien, mon cher, nous que migonner ça. Nous fait éveil. Ah ben... Maris. Oui, je pense que c'est quelque chose qu'on réinvente tous les jours, en fait, hein, notre identité. Puisque, justement, comme disait Mathieu, et même comme le disait Nelly, voilà, il faut s'ouvrir, mais en même temps, il faut aller vers son ressenti. Donc, Nelly a parlé de ressenti. Moi, en tant que coach, en tant que thérapeute, en tant que... voilà, et même dans mon livre, je reviens toujours à ça. Il faut aller vers son ressenti pour pouvoir se redéfinir de l'intérieur. Okay. Et même par rapport à ce qu'on ressent, aller vers une sorte de, j'allais dire, souveraineté de la pensée. Oui. Parce que c'est ça, en fait, la décolonisation de la pensée, ça va nous servir à quoi, en fait? Okay. Ben, ça va nous servir à nous repositionner tel que nous avons envie d'être. Oui. Ça va nous permettre d'aller vers notre développement personnel, d'aller vers notre épanouissement personnel. C'est ça, en fait, le but, je sais pas moi, le but de l'homme, c'est ça. Donc, quel que soit où je me pense, où je me vois, quelles que soient les images qui sont en face de moi, ce que je veux, c'est avoir une certaine souveraineté de mon être et de pouvoir dire que j'ai envie de faire ci ou ça, ou de penser ça ou ça. En fait, pour être plus clair, ce que je voudrais dire, c'est que voilà, on a été éduqué avec une certaine forme de pensée, oui. Mais quand on est adulte, on a le choix. On se retrouve avec un choix. On pourrait se poser la question, est-ce que les choix de mes parents, est-ce que les choix de la société par rapport à moi, est-ce que ça me convient toujours? Oui. Okay? Donc, quelles sont les pensées qui ne me servent plus? Ça m'a peut-être servi, mais peut-être que ça ne me sert plus. Ça a peut-être servi à mes parents, ça sert à la société, mais est-ce que moi, ça me sert toujours? Et à quoi vraiment ça me sert? Si ça ne me sert plus, j'ai le droit d'en changer. Donc, je peux faire un choix de pensée. C'est ce que je dis à la fin du livre dans le coaching. J'oriente les personnes et après, chacun fait son choix. Puisque, comme on disait, c'est chaque personne, chaque individu va pouvoir se repenser tel qu'il en a envie. Bon, voilà, si moi, en tant que Guadeloupéen, j'ai envie de me redéfinir à moitié indo-descendant, afro-descendant, mexicano-dépendant, américano-descendant, c'est moi, OK? Mais l'idée, c'est que je ne suis plus sous le joug, je dirais, d'une pensée qui veut me définir, alors que moi, je me ressens autrement. Ça veut dire que la décolonisation de la pensée passe par le fait qu'on supprime ce qu'on appelle, on éradique la pensée unique, déjà. Voilà. Le premier stade. Alors, une autre question, parce qu'on va pas résoudre le problème aujourd'hui, on essaie d'examiner un petit peu ce qui se passe. Il y a quelques années, en Guadeloupe, particulièrement, j'imagine à Martinique, j'ai vécu en Martinique un petit peu, c'était à peu près la même question qui se posait, l'Afrique était rejetée. Totalement. Moi, t'es africain, pas t'es africain, même, etc. Aujourd'hui, on se rend compte qu'au contraire, il y a une réappropriation de nos ancêtres, du pays, les voyages s'organisent, les livres, etc. On parlait tout à l'heure de Jolo, il fait justement une chronique ici régulièrement sur ces questions-là, ce qu'on appelle la pensée symbolique africaine. Est-ce que pour vous, ce retour à nous-mêmes, c'est déjà une voie vers la décolonisation de la pensée? Je pose la question d'abord à Nelly, qui peut-être n'a pas vécu ça ici, mais ici, il y a même le mois de l'Afrique en Guadeloupe. Enfin bon, je passais, comme par hasard, il est venu avec une carte de l'Afrique. C'est tout à fait par hasard, entre guillemets. Alors, Nelly, parce qu'on... Je suis pour la curiosité. Oui. La curiosité, c'est le début de l'intelligence. Oui. Se poser la question de... Première question basique, je suis noire, l'Afrique... aller chercher et oui, ça commence par là, par ces premières questions. Mais il y avait un rejet ici, il y avait un rejet total. Hein. Mais c'est comme ça que, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est comme ça que se construit l'humain et l'humanité. Oui. Et finalement, il y a la partie de l'enfance où je demande papa et maman me sauvent et résout tout pour moi. Puis après, il y a l'adolescence où non, mais je rejette complètement l'autorité, je rejette d'où je viens, je rejette mes racines. Et ensuite,
je commence à construire ma personnalité. Et en fait, si on prend, moi, en tant qu'individu, mon propre processus, je peux comprendre le processus de toute une société, toute une civilisation et toute une humanité. Et ici, c'est normal le passage du rejet, et c'est totalement normal cette recherche ensuite d'identification parfois dans l'extrême, pour arriver à cette juste mesure de retour aux racines. Et c'est les racines africaines. Après, les Caraïbes, ce n'est pas que l'Afrique. Il y a tellement d'autres informations. Et petit à petit, il n'y a pas longtemps, j'ai appris qu'il y a eu une exposition sur la culture maya également. On ne s'en rend pas compte. Mais quand on va chercher... à l'Arawak, À l'Arawak, exactement. Une très, très belle exposition. Je profite pour inviter. Et finalement, on se rend compte que waouh, mais je ne suis pas que ça, je suis ça et plus. Et plus, ça veut dire quoi? Et la curiosité ouvre à cette intelligence et à cette ouverture à la vie, finalement. En passant sur cette exposition qui se fait à la Roque, je crois, jusqu'à la semaine prochaine, l'auteur de cette exposition s'appelle Akwaba Matignon. Akwaba Matignon. Et je lui ai posé la question d'ailleurs. Il porte deux noms qui sont pas antinomiques, mais enfin... mais qui posent question. qui posent question. Alors je reviens à ce que je disais. Alors, est-ce que toi-même, tu as senti, entre guillemets, ce retour vers l'Afrique? Alors moi, comme toi, j'ai eu, quand j'étais enfant, j'ai compris cette histoire de rejet. J'ai bien vu que c'était ça. Il n'y avait pas que le rejet de l'Afrique. Hein. Il y avait le rejet même et d'Haïti aussi. Ah, non, pardon, de la Caraïbe. De tout ce qui était négritude africaine, mais aussi de ce qui était négritude plus locale, tout à fait. Plus caribéenne. Et en fait, Nélia a eu une réponse très noble là-dessus. Moi, je vais être un peu moins noble qu'elle. C'est ce rejet de l'Afrique. Il a été instrumentalisé. Voilà. Parce qu'il fallait fortifier cette identité française. Voilà. Et donc l'identité française, elle se crée dans l'exclusivité, dans le rejet de l'autre. Le rejet de l'autre. Donc le français, il va beaucoup aimer la France. Oui, la France. Oui. Et entre l'amour de soi et la haine de l'autre, il n'y a qu'un pas. C'est une phrase de Kerry James. Et en fait, c'est exactement ce que fait la France. Elle va nous pousser, nous les Antillais, à rejeter tout ce qui est chez nous autre que français. Oui. Donc voilà, je suis un peu plus incisif qu'Anneli là-dessus. Oui, d'ailleurs, ça existe, ça explique la fracture identitaire qui s'est posée pour notre peuple et qui se pose encore pour certains. Il ne faut pas croire que le problème n'est pas réglé. Hein. Oui, moi je voulais dire, la fracture identitaire, bon, en fait, elle a été faite à quel moment? Si on regarde bien l'histoire. Oui. Elle a été faite à partir du moment où les premiers arrivants ont posé le pied et de manière forcée. Donc nos ancêtres déportés, la première chose qu'on leur faisait, c'est on leur enlevait leur identité parce qu'on leur enlevait leur nom. Et donc c'est une stratégie qui a perduré jusqu'après l'esclavage. Il y a eu le colonialisme. Et bon, les stratégies dont parle Mathieu, on les retrouve aussi en Afrique même, sur la terre d'Afrique même. Ben oui, voilà, donc effectivement, il faut susciter une certaine, je dirais, admiration de ton colonisateur pour pouvoir adopter en fait sa pensée. Pour être accepté par lui. Pour être accepté par lui et pour que toi tu penses que le fait d'être comme lui, voilà, c'est ton but en fait, c'est ton épanouissement, c'est ton voilà. Et d'ailleurs, enfin, je n'ai pas envie de rebondir sur la question africaine, mais je me rends compte bien que aujourd'hui, si on regarde simplement au niveau de la chevelure guadeloupéenne, par rapport aux Africains, on a beaucoup d'avance. Hein. Ah oui, effectivement. Oui, voilà. On prend la pause. Je ne vais pas insister là-dessus. On prend une pause pub et on se retrouve tout à l'heure pour conclure. Malheureusement, ce genre de débat n'est jamais suffisant. Mais la question que je veux poser à vous trois, c'est les étapes vers cette décolonisation de la pensée. Comment la mettre en place?
pour les gens qui nous regardent. Vous avez peut-être des réponses, et les gens qui nous regardent, parce que je sais beaucoup de gens qui m'ont dit, ah ouais, il faut regarder ça, moi ça. Quand on va faire, donc il faut alors donner quelques réponses. On prend la petite pause et puis on se retrouve. Voilà, depuis 13h08, nous sommes dans un débat sur la décolonisation de la pensée avec des gens intéressants, Marie-Zizou Zuma-Mirin, avec Mathieu Gama, ici, auteur d'un ouvrage qu'il faut lire. On va dire deux petits mots comme sur l'ouvrage. Et puis Nelly Bordelais, pas encore d'ouvrage sorti, non? Non, pas encore. Ça viendra? Ça viendra. Bien, alors on essayait de penser comment décoloniser la pensée. On y pense et on voit comment concrètement le faire. Alors, je vais poser la question d'abord à Maryse. Comment on peut commencer à décoloniser sa pensée? Est-ce que le fait d'en faire un débat déjà, c'est un premier pas? Alors oui, effectivement. Mais on parlait tout à l'heure justement du retour vers l'Afrique. Oui. On a observé qu'il y a ce phénomène-là, d'avant en arrière à chaque fois. Donc il y a toujours eu des périodes où on retourne vers l'Afrique. Après ça, il y a un genre de retour en arrière, etc. Oui. Donc à un moment donné, comme tu as mentionné tout à l'heure, il y a eu un rejet de l'Afrique. Ok, mais ça fait déjà quand même... Qui était imposé, qui était plus ou moins imposé, suggéré par le colon. Voilà. Donc ça, on a dit que c'était une stratégie aussi du colonisateur, entre guillemets. Tout à fait. Voilà. Et donc, le fait d'être conscient de ça, déjà, qu'il y a eu ce rejet et qu'on peut aussi retrouver certaines racines en Afrique sans en avoir honte, sans en avoir, je vais dire, sans... comment dire, parce que je disais sans en avoir honte, parce que c'est vrai qu'à l'époque, c'était comme une honte d'évoquer nos racines africaines, parce que justement, on avait été, enfin, nos parents avaient été réduits en esclavage. Oui. Donc là, maintenant, je pense qu'on a vraiment pris conscience, en tout cas les Antillais ont pris conscience qu'il ne fallait pas rejeter cette partie d'eux-mêmes, puisque c'est en nous, en fait. Hein, c'est une partie de nous-mêmes que nous rejetions. Tout à fait. Donc, comment s'exprimer si nous rejetons une partie de nous-mêmes? Bon. Donc ça, c'est quelque chose qui est, je pense, plus ou moins acquis maintenant et qu'on ne peut que féliciter, ce retour aux racines, même si nous en avons plusieurs. Donc effectivement, il ne faut pas se contenter. Moi, je ne suis pas une adepte de l'afrocentrisme pur et dur. Ah non, mais pas du tout. Donc ce n'est pas cela. Je rappelle en passant que les Indo-Guadeloupéens, depuis longtemps, ont commencé aussi un retour vers l'Inde à toutes sortes de façons. Donc, ce qui se passe ici pour les Afro-Guadeloupéens, c'est... Voilà, mais eux, peut-être qu'ils ont été amenés à le faire un peu plus librement et ils n'ont pas subi cette cassure civilisationnelle, je dirais, tout à fait. Quand ils sont arrivés. Ils n'ont pas subi, à mon avis, la cassure de la famille, de la structure familiale que nous avons eue depuis très longtemps. Ils ne sont pas arrivés en esclavage. Ils ne sont pas arrivés esclaves. Ils n'ont pas les mêmes, et n'ont pas les mêmes mémoires transgénérationnelles que nous. Donc là, il faut prendre conscience de ces mémoires que nous portons. Oui. Okay. Et à ce niveau-là, donc au niveau des mémoires que nous portons, nous pouvons nous observer. Ça passe par l'auto-observation. Hein. L'observation de soi, c'est très important quand on veut évoluer, puisque si on n'a pas conscience de nos traumas, comment on peut les défaire? Oui, déjà. C'est la question. Donc, soit on peut se faire aider individuellement pour les traumas que l'on porte, mais collectivement, il y a donc des initiatives qui sont très intéressantes maintenant, où collectivement, on va célébrer tel ou tel fait d'histoire de nos héros, voilà, pour sortir justement de la pensée coloniale, qui était que, bon, ça on le connaît, il suffit d'aller au MACT pour comprendre un peu, voilà, que... on a eu la bonté de nous offrir notre libération et que, voilà, alors qu'on a quand même des ancêtres qui se sont battus pour cela et qui ont en eux une force que nous pouvons justement aller rechercher en nous, qui est encore dans notre ADN. Il faut aller chercher la fierté de soi, il faut aller chercher l'estime de soi pour bâtir une certaine confiance aussi. Et avec cette confiance-là, on va pouvoir trouver notre place, notre vraie place, je dirais. Okay. Et il n'y a pas de décolonisation globale sans la pensée. Il n'y a pas de décolonisation économique. Il n'y a pas. Commence par la pensée. Voilà, il n'y a pas
d'autonomisation sans déjà ce fondement-là. Comme disait Nelly, c'est comme des enfants qui vont grandir. Quand tu as été enfant, on t'a appris telle chose. Bon, quand tu as été adolescent, évidemment, tu t'es rebellé contre tel ou tel concept. Et maintenant, quand tu es adulte, comme je disais tout à l'heure, eh bien, maintenant, il faut faire des choix. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je laisse perdurer? Est-ce que je vais vers tel ou tel chemin où je vais être mieux? Et qu'est-ce que je vais léguer à mes enfants? Donc, il faut se poser ces questions-là. Et je pose la question à Mathieu. Est-ce que Faire Peuple permet de décoloniser la pensée? Définitivement. Ça, c'est une façon aussi de dire qu'il y a un ouvrage qui existe encore, qui est encore en vente. Ah oui. Oui. Ah oui. Faire Peuple aux Antilles. Alors, est-ce que c'est une voie vers? Faire Peuple va vers cette idée de décolonisation de la pensée lorsque l'individu essaie lui-même de faire peuple à l'intérieur de lui-même. C'est-à-dire que la décolonisation de la pensée, c'est pour moi un phénomène d'abord individuel. Individuel, personnel. Tout à fait. La colonisation, c'est la domination. Oui. La décolonisation, ce n'est pas le rejet ou la destruction. C'est la déconstruction de ce concept de domination. Donc ça veut dire que dans notre vie de tous les jours, dans les pensées que nous avons, dans les paroles que nous formulons, il faut se demander assez souvent, est-ce que là je viens d'exprimer un concept qui sert, ou est-ce que je viens d'exprimer une pensée ou une parole qui sert ce principe de domination? Oui, très rapidement, elle le cite dans son ouvrage, Complot annexe et complot à chien. Exactement. Oui. Ça, c'est Jean de Bitin pour ne pas dire encore. Exactement. Parce qu'on va renforcer domination-là quand on utilise ce type de phrase, et on l'entend encore, hein, exact. malheureusement. Mais non seulement, c'est souvent insidieux, c'est-à-dire que c'est ancré dans notre pensée et ça induit des comportements. Voilà, et même si on n'y pense plus, on pense que c'est déjà passé, plus personne ne le dit, mais en réalité, on est quand même conditionné. On le pense. Oui. Exact. Oui. Et tu demandais comment on fait. Donc il y a cette attitude consciente tous les jours de se poser la question, est-ce que je participe au système de domination en faisant ça ou en disant ça, ou en pensant ça? Et il y a toutes ces initiatives. Tu dis, est-ce qu'il y a des choses à faire? Mais nous, Jacques a fait. Hein? Oui. Le fait que tu organises là, que tu nous invites à parler de ça, ce qu'on a fait hier soir, le fait que Maryse écrive, que j'écrive, que Nelly pense, on est nombreux. Il y a un bouillonnement, il y a un foisonnement, il y a une question, il y a des choses qu'on se pose. Et on est déjà dans le truc. Donc, il faut multiplier ça. Et surtout, tu l'as dit tout à l'heure, j'insiste là-dessus, la colonisation, la domination, c'est la recherche constante du consensus. Le fait de nous demander d'être unis dans quelque chose, c'est déjà un piège, c'est une trappe. Le dissensus, c'est de là que vient l'intelligence collective. C'est quand on n'est pas d'accord et qu'on arrive à en parler et qu'on arrive à se dire, bon, ben, toi, tu veux pas faire ça, mais moi, je veux faire ça. Comment on peut faire cohabiter nos deux ambitions pour le bien de la Guadeloupe? Et bien là, on est dans une démarche de faire peuple et d'une décolonisation de la pensée et des agissements. Alors, c'est la dernière question que je vais poser à Nelly. Nelly, vous allez retourner bientôt au Mexique, retourner avec vos enfants et vivre là-bas. Tout ce que vous avez entendu et vécu ces jours en Guadeloupe, qu'est-ce que ça va vous apporter par rapport aux thématiques, aux problématiques que vous avez par rapport à la transmission et à la guadeloupéanitude des enfants? Même pas de vous, de parler des enfants seulement. Moi, je repars avec beaucoup d'espoir, en réalité. Quand je suis venue ici, on parle de la décolonisation de la pensée, et le dit très justement Mathieu. C'est l'idée de faire peuple, d'être ensemble, d'être unis et accepter finalement nos différences. Et je repars avec cette sensation, même si je sais que mes enfants vivent avec cette idée d'un pied ici, un pied l'autre, avec cette sensation que oui, il y a un peuple, on appartient. Et ce sentiment d'appartenance qui est si important dans la construction de l'humain, elle peut s'ouvrir à beaucoup plus d'horizons que ce que j'aurais pu penser. J'ai décolonisé ma pensée en revenant ici. Et je voulais faire aussi écho à ce que disaient justement Maryse et Mathieu, avec
Une pensée que m'a beaucoup inspirée est La Griotte vagabonde, et une martiniquaise également, qui nous invite aussi à repenser la décolonisation, et non pas avec la référence de la colonisation, oui, mais qui en était avant tout ça. Le temps, la référence du temps est super importante, parce que comment je me perçois en sachant qu'au début, le peuple était roi, et que j'étais roi. Il y a eu un événement, oui, mais cet événement ne me définit pas. Aujourd'hui, comment je reprends ma souveraineté en me pensant roi? On se pense en tout cas, ce sera le dernier mot de ce débat, premier débat. Maryse, merci de l'avoir initié avec nous ici. Il y en aura d'autres. Hein. Mais oui, il y en aura d'autres. Parce qu'il y a tellement de choses à dire. Et je voulais même rajouter juste un tout petit mot, oui, que justement la décolonisation, ce n'est pas uniquement nous, afro-descendants, c'est tout le monde. Hein. Tout le monde. Voilà, puisque nous vivons avec les Matignons, avec les Békés, avec... voilà. La Guadeloupe est multiculturelle, multicolorée. Voilà, donc toute personne vivant dans cette société doit se poser les bonnes questions. Tout à fait. Et j'espère que les gens qui nous ont regardés commenceront aussi ce travail personnel, puisqu'on a dit, Mathieu l'a dit, Nelly l'a dit et tu l'as dit aussi, de décolonisation, c'est d'abord soi-même avant l'autre. Merci en tout cas d'être venu.